Il y a 50 ans de cela, la France accordait à 14 colonies de l'Afrique subsaharienne leur indépendance. 2010, retenez bien ça, sera l'année de l'Afrique en France. Mais alors, quel bilan faire de ces 50 années de relations aussi privilégiées qu'ambiguës? Pourquoi tant de corruption et de déni de démocratie au cœur de ce système que l'on nomme France-Afrique? Notre débat s'inscrit dans un contexte de forte actualité. Je pense en particulier à la très discutable élection présidentielle au Gabon, mais aussi aux récents événements en Guinée et enfin à l'ouverture du synode pour l'Afrique à Rome. Alors, avec nos invités, je vous propose de tenter de trouver dans le sombre tableau d'une Afrique globalement assez prisonnière des fléaux de la pauvreté et de la violence, quels sont les signes d'espoir pour l'homme africain. Alors, pour en parler avec nous, d'abord, le père Serge Gougbémont. Vous êtes professeur de philosophie politique et morale à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes d'origine béninoise et vous êtes aussi aumônier de grandes écoles. Bref, vous avez beaucoup de rôles à la fois réflexifs et pastoraux actuellement en France. Et vous travaillez notamment sur la question de la mémoire coloniale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces travaux? Alors, la question de la mémoire est une question fondamentale pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe en Afrique et aussi en Europe quant à ce qu'on appelle les minorités visibles, l'agitation ou les revendications des peuples qui essayent de bousculer ce que dans les pays du Nord, on appelle la République. Ils essaient de bousculer les frontières de cette République pour avoir une place dans ces sociétés-là. Et nous nous apercevons que l'histoire, donc la mémoire de cette rencontre originaire entre l'Occident et ces pays est au cœur des problématiques actuelles. Donc cette mémoire est à revisiter pour comprendre aujourd'hui tous les problèmes que nous avons au niveau politique, au niveau anthropologique et au niveau éthique. À côté de vous, Norbert Tricot, je devrais dire maître Norbert Tricot, puisque vous êtes avocat au barreau de Paris, enseignant à la Sorbonne en droit bancaire et financier, et vous vous définissez comme un avocat des sociétés civiles africaines et des peuples autochtones. Qu'est-ce à dire? Oui, effectivement. Pendant 20 ans, j'ai d'abord été banquier, particulièrement en Afrique, et ensuite je suis devenu avocat pour être plus libre. Et notamment, j'ai beaucoup appris auprès des populations autochtones, notamment d'Afrique, mais je travaille aussi avec les populations autochtones d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord. Je conseille par exemple la Confédération des peuples autochtones du Canada. J'ai été intronisé grand chef iroquois, ça ne se voit pas, mais effectivement, je travaille beaucoup sur les questions des droits fonciers, des droits des populations autochtones. Nous avons réussi il y a 2 ans à faire adopter une charte par les Nations Unies sur la reconnaissance des populations autochtones à leur langue vernaculaire, à leur territoire, parce que souvent elles sont parquées dans des réserves pour être expropriées de ressources minières ou pétrolières. Enfin, il y a beaucoup à dire, je n'ai pas eu le temps là-dessus, mais la question des peuples autochtones reste une question fondamentale. Et à vos côtés, Roland Marchal. Roland Marchal, bonsoir. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, grand spécialiste de l'Afrique. J'ai noté parmi tous vos enseignements et vos travaux un séminaire à Sciences Po sur l'Afrique et la violence. Oui, mais je voudrais surtout pas laisser penser que c'est la seule façon de regarder le continent. Et à l'inverse d'ailleurs de ce que vous allez dire, mais c'est déjà rentré dans le débat, penser que l'Afrique peut pas simplement se définir par le déni de démocratie et la corruption. La corruption, nous la voyons peut-être ici. Le déni de démocratie aussi, peut-être. Et donc, il faut peut-être regarder beaucoup plus. Et disons, ce que moi j'apprends modestement dans mon travail, travaillant sur plusieurs pays, c'est combien ces pays sont semblables et dissemblables. Et encore une fois, c'est une leçon tout à fait modeste qu'on peut avoir également au niveau européen. Qu'est-ce que nous avons de commun avec l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie? Tellement de choses. Et aussi tellement de différences. Alors c'est cette expression de France-Afrique, qu'on l'écrive en 2 ou en un seul mot, qui m'a amené à évoquer ces dénis de démocratie. Alors est-ce qu'on peut peut-être, pour introduire notre débat, dire un peu ce que cette expression veut dire, quand elle a été utilisée pour la première fois et ce qu'il en reste aujourd'hui? Oui, je crois que c'est en fait très, très intéressant de revenir sur le terme, parce que le terme a été exprimé la première fois et réutilisé ensuite avec
beaucoup de succès par Houphouët-Boigny, donc qui est devenu, puisque la première expression date de 1953, début des années 50 en tout cas, et évidemment le sens a changé. À l'époque, cela désignait en fait un milieu social et pas un ensemble de réseaux plus ou moins mafieux, comme un peu c'est représenté aujourd'hui dans les médias, et avec une certaine vérité, enfin, même si on peut nuancer fortement cette appréciation. À l'époque, c'était effectivement une façon de décrire un groupe d'hommes politiques, de hauts fonctionnaires, militaires ou civils, quelquefois également de milieux d'affaires, qui tous convergeaient vers un idéal, ou en tous les cas un but commun, qui était le renforcement des liens entre la France telle qu'elle était, coloniale, raciste, peut-être inégalitaire, mais aussi autre chose, citoyenne à certains moments, et une Afrique qui déjà marchait vers les indépendances. Donc on est à ce moment-là, je dirais pas, peut-être on peut contester d'un point de vue politique, mais on était dans la description d'un groupe social qui avait des fonctions et qui essayait de mettre en place des politiques. Et puis ce qu'on voit, c'est combien ce groupe social s'est, disons, à la fois petit à petit limité, combien aussi il a changé de but, puisque sans doute depuis bien longtemps, le véritable et seul intérêt de la France-Afrique, c'est l'argent. Or, dans les années 50, c'était aussi, je dirais, un certain projet civilisationnel. Et effectivement aussi, le but de ces dirigeants était, encore une fois, avec des choix politiques qu'on peut absolument contester, de porter un développement. Aujourd'hui, on est dans le cadre de l'enrichissement et des intérêts égoïstes des uns et des autres, qu'ils soient privés ou privé individu ou privé en termes de secteur privé. Norbert Tricot, est-ce que vous diriez que l'élection présidentielle au Gabon correspond à ce contexte, à cette définition de la France-Afrique ? Malheureusement, oui. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs missions récemment au Congo-Brazzaville au mois de juillet pour l'élection présidentielle, puis ensuite, mois de juillet et mois d'août, pour la préparation de l'élection présidentielle de la République gabonaise. Et malheureusement, il se trouve que deux des principaux pays vitrines des réseaux de la France-Afrique, c'est en Afrique de l'Ouest, la République de Côte d'Ivoire, dont Houphouët-Boigny avait été président, et la République gabonaise, dont Omar Bongo Ondimba avait été pendant 42 ans président, et à la suite de son décès au mois de juin dernier, ont été organisées les élections présidentielles controversées que vous connaissez, qui ont eu lieu le 31 août, et où là, on a vu tout le jeu des réseaux. Et d'ailleurs, ça posait des difficultés, parce que de nombreux médias, et il y a une part des médias français qui ont leur part de responsabilité, qui ont présenté aux populations internationales et gabonaises qu'il y avait un favori, alors qu'il n'y avait aucun sondage, que ce favori serait le fils de l'ancien président de la République, M. Ali Ben Bongo Ondimba, qui serait le favori. Et dans toute la population, tout le monde se posait la question pourquoi favori, puisque c'est quelqu'un qui a été pendant 10 ans ministre de la Défense et très impopulaire dans son pays, que le Gabon a la caractéristique d'être un tout petit pays d'1 400 000 habitants, où j'ai pu vérifier en travaillant non seulement avec des juristes au Gabon, mais avec des économistes. J'ai rencontré des fonctionnaires du ministère des Finances gabonais qui m'ont dit « Maître, mais nous, on a les plus grandes difficultés, parce que notre budget est officiellement d'1 milliard 700 milliards de francs CFA, mais en réalité, il devrait être de largement plus du double, parce qu'il y a les abonnements des sociétés minières, des sociétés pétrolières, qui, eux, ne sont pas comptabilisés dans le budget de l'État, mais qui sont versés directement à la famille Bongo. Donc, on est dans une situation où on a des entreprises qui sont majoritairement françaises, puisque, Madame Pascaline Bongo, la fille de feu le président de la République, directeur du cabinet de son président et vice-présidente de Total Elf Gabon, que Areva, grande entreprise donc du secteur nucléaire et minier, est très présente, que d'autres entreprises françaises, je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont très nombreuses, sont présentes. Et malheureusement, on a bien vu comment les choses fonctionnaient, comment... on sait, sans faire toute une histoire, on sait que la banque FIBA a dû en France, à la suite de procédures judiciaires, être fermée, parce que c'était la banque d'Omar Bongo et de la France-Afrique au niveau de recyclage du pétrole, etc. Et donc, on est vraiment... cette élection présidentielle, c'était une illustration, et je vais conclure très brièvement, qui explique pourquoi, alors qu'il y a une présentation qui a été faite d'un candidat favori,
qui devait, et qui d'ailleurs a été contesté dans son propre parti, le Parti démocratique gabonais, puisque les principaux dirigeants du Parti démocratique gabonais, dont des premiers ministres, des ministres ont démissionné pour contester sa prétendue cooptation. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, y compris à l'intérieur du PDG. La population a aussi contesté ces éléments-là. Et s'il y a eu des émeutes à Libreville et à Port-Gentil et que les installations françaises de Total ont été incendiées, c'est parce que justement la population gabonaise a eu l'impression que la France leur imposait un président qu'ils ne choisissaient pas. Vous évoquez l'accaparement des biens, des ressources par des clans, par des chefs d'État, et je sais que vous avez vous-même conseillé des gens qui tentent de faire venir ces personnalités politiques de haut rang devant des tribunaux. Est-ce que ça a une chance d'aboutir ? Alors là, effectivement, par exemple, vous parlez de l'affaire des biens mal acquis. Comme vous le savez, en France, il existe actuellement une poursuite pénale qui a été engagée pour complicité de recel de détournement de fonds publics à l'encontre de la famille de 3 chefs d'État, un chef d'État du Congo-Brazzaville, donc Denis Sassou Nguesso, feu le chef d'État gabonais Omar Bongo Ondimba, désormais représenté par son fils Ali Bongo Ondimba, et le président de la République équato-guinéenne Teodoro Obiang Nguema. Et effectivement, le parquet français s'est opposé à ce que la doyenne des juges d'instruction puisse instruire. Il y a d'ailleurs le débat devant la chambre d'instruction qui n'est pas encore fait. Et effectivement, à la différence de la Belgique, où il existe une loi de compétence universelle, en France, cela n'existe pas. Mais là où je voudrais faire une petite parenthèse, il est bon, effectivement, parce que c'est un exemple pédagogique, de poursuivre des corrompus qui détournent l'argent de leur pays alors que leur pays vivent dans la misère. Mais ce qui m'inquiète moi un peu en tant qu'avocat défenseur des droits humains, c'est qu'on ne poursuit jamais les corrupteurs. Et donc les corrupteurs, ce sont quand même les sociétés internationales qui fournissent les fameux abonnements dont je parlais, qui sont des sommes énormes, qui fournissent des sommes énormes pour avoir le droit d'opérer, et ces sommes ne profitent jamais aux populations. Bergout Bémont, à propos des événements de Guinée, là, pas plus tard que ce week-end dans un journal quotidien français, un écrivain de ce pays disait « 50 ans d'indépendance, 50 ans d'enfer ». Qu'est-ce que ça évoque pour vous et pourquoi cette espèce de fatalité de l'ère post-coloniale ? Pour comprendre, pour faire le bilan de 50 ans d'indépendance proclamée des pays africains, surtout pays héritiers de la colonisation française, il faudrait revenir à la définition de ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est important de voir ce réseau d'influence qui, dès les années 58, avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, en pleine crise de ces pays africains qui demandent justement l'accession à la pleine jouissance de leur souveraineté, eh bien, il y a eu 2 poids 2 mesures. Le général de Gaulle a pris la mesure de cette demande et a accordé justement cette indépendance à ces nations. Et vous allez remarquer que la Guinée de Sékou Touré a été l'un des premiers pays, en 1958, à qui la France a accordé violemment cette indépendance. Ce qui veut dire que d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, ces pays, surtout la Côte d'Ivoire et le Gabon, sont symptomatiques avec des chefs d'État comme Houphouët-Boigny qui ont régné à peu près, on va dire, 38-40 ans au pouvoir, n'ont servi vraiment et ont été mis là pour servir les intérêts justement de la France. Et là, le général de Gaulle a été très explicite en disant déjà en 1958 au chef d'État africain que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et là, à mon avis, la politique française est lucide, très lucide dès 1958, mais on s'est aperçu que les dirigeants africains de l'époque étaient moins lucides. Alors, on peut leur accorder le manque de lucidité, mais je pense que beaucoup plus profondément, au niveau de ces chefs d'État africains, on dénote, c'est vraiment des héritiers, la production la plus achevée de ce que la colonisation a souhaité pour l'Afrique. Ils illustrent vraiment, évidemment, la plupart d'eux ont fait l'ENA, ont fait des grandes écoles, ont été dans des couloirs du pouvoir occidentaux. Mais ils sont le fruit d'une époque où c'était le même pays, pour ainsi dire. Tout à fait. En tout cas, la communauté nationale. Tout à fait. Donc, au fait, on les a maintenus parce que réellement, ces gens étaient
des serviteurs d'une cause, d'un projet. Il y a une demande africaine de l'Occident. Et cette demande-là, elle est, je dirais même presque anthropologique. C'est pour ça que la question du mémoire gagnerait vraiment à être questionnée. Questionnée pour ces pays, pour les pays africains, mais aussi en Europe. Et à mon avis, la plupart des mots, pour en revenir à la Guinée qui est un pays qui a été mis totalement à genoux par Sékou Touré, qui avait des intuitions, je crois qu'il y a des intuitions louables à l'époque. Parce que oser opposer un non catégorique au général de Gaulle en 1958, il faut oser le faire. Et je pense que de ce point de vue, il a été prophétique. Mais par la suite, comme la plupart de ses pouvoirs abandonnés, livrés à des chefs un peu mystiques, bon, ça s'est enlisé dans une dictature locale qui a mis le pays à genoux. Et à mon avis, en analysant un peu la situation du Guinée, qui est revenue dans le giron de la France autour des années 80, on a l'impression que voilà un pays qui a osé, à une certaine époque, revendiquer sa souveraineté nationale, mais qui, par les réseaux mafieux France-Afrique, dites France-Afrique, est obligé de revenir manger. Roland Marchal. Oui, je crois d'abord sur ce qui se passe aujourd'hui, je crois que bon, il est difficile de considérer que la Guinée puisse être représentative d'une évolution en Afrique, parce que quand même, c'est un régime où c'est une histoire politique qui est particulièrement tragique. Vous avez eu en 50 ans, ou pratiquement, 2 dictateurs, hein, 2 régimes seulement. Bon, si on regarde le Bénin, ou même le Congo-Brazzaville, ou même le Congo-Kinshasa, ou que sais-je, on aura quand même une vie politique, disons, qui aura été un peu plus mouvementée, et pour le bien-être des populations également. Donc, je crois qu'il faut, là, plutôt se poser la question sur, qu'est-ce qui s'est passé, d'abord sur les événements récents, parce que c'est pas aussi clair peut-être que ça, et ensuite, dans quelle mesure un pays qui a été soumis au joug, une population qui a été soumise au joug quand même de 2 régimes extrêmement dictatoriaux, paranoïaques, policiers, qui a prétention totalitaire, peut du jour au lendemain produire un système politique pluraliste, démocratique, transparent. Et dans quelle mesure la communauté internationale, dans quelle mesure notre propre pays et l'Union européenne ont eu une politique pendant cette courte transition qui se termine si violemment, des politiques qui étaient, disons, qui permettaient d'ouvrir un espace. Bon, là, c'est là où il y a le débat politique. J'ai une opinion, évidemment. Mais je crois qu'il faut quand même voir ça. Le Bénin, bon, aujourd'hui, le Bénin et le Ghana, par exemple, si on reste pas très loin, font figure quand même d'autres trajectoires beaucoup plus souriantes et beaucoup plus propices à l'optimisme. Il faut le dire. Alors, il y a, comme toute démocratie, la démocratie béninoise, elle est un peu chavitée ici et là, comme au Ghana d'ailleurs. Hein, les choses ne sont pas toujours très belles, en France non plus, aux États-Unis non plus, mais quand même, on voit la construction lente, quelquefois avec des retours en arrière, d'un système politique pluraliste. Est-ce que cette démocratie africaine est nécessairement semblable à la démocratie en Occident ? Moi, je n'utilise pas le mot démocratie africaine, je parle de démocratie en Afrique. C'est ce que je disais tout au début, et j'aimerais que là-dessus on me prenne au sérieux et au pied de la lettre, c'est je vois la démocratie en France et je vois la démocratie en Italie, pas du tout la même chose. En Italie, il y a un mépris absolu de l'État central, il y a un respect très grand sur les administrations régionales, il y a une défiance très forte vis-à-vis de la capitale. On est pratiquement à un miroir inversé de cette description extrêmement schématique, hein, je m'excuse pour les éventuels citoyens italiens dans cette salle, de ce qui se passe en France, où on a une vénération de l'État, une vénération de Paris, et on considère les régions simplement comme des duchés qui permettent de faire vivre notre élite politique un peu mieux. Je veux dire, il y a quand même de ce point de vue-là des façons de vivre la démocratie qui sont très différentes. Si cette façon de vivre la démocratie est différente en Europe, pourquoi devrait-elle être la même en Afrique ? Enfin, je veux dire, au nom de quelle raison métaphysique cela devrait être le cas ? Donc oui, les parcours sont différents. Et je crois aussi, et c'est pour ça que je parlais de régime à vocation totalitaire, c'est qu'un des nombreux problèmes de l'analyse,
c'est évidemment pas simplement de regarder si les élections sont menées dans un cadre pluraliste et sont transparentes, ce qui arrive de moins en moins, et avec une douce complicité de la communauté internationale, quelquefois de notre pays et quelquefois de l'Union européenne et quelquefois de tout le monde ensemble. C'est aussi de regarder ce qui se passe concrètement, enfin, dans la vie des gens. C'est-à-dire, on peut avoir un système politique, des constitutions, une certaine référence au pouvoir qui paraît assez unilatérale. Et puis finalement, des lois qui ne sont pas respectées, des partis politiques qui est unique, mais qui finalement ne joue pas le rôle qu'il est censé jouer. C'est pas du tout pour faire l'apologie du parti unique, mais simplement pour dire qu'il y a une réalité du pouvoir qu'il faut étudier avant de s'en tenir à un schéma qui voudrait que le parti unique au Dahomey ait été le même type de parti unique que celui qu'on a eu en RD, à l'époque au Zaïre, par exemple. Oui, je partage tout à fait cette analyse et je voudrais apporter mon éclairage d'avocat consultant du secrétariat du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est la branche économique des 53 pays membres de l'Union africaine et qui est basée en Afrique du Sud. Le continent africain est organisé en 5 sous-régions. Et ces 5 sous-régions, nous, Français, on ne connaît que 2 sous-régions qui sont nos anciennes colonies, qui sont situées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais il y a d'autres sous-régions et qui ont des cultures démocratiques différentes, ne serait-ce parce que l'Afrique a connu des empires. En Afrique de l'Ouest, l'empire mandingue a entraîné une certaine culture, d'autres empires ont existé au Congo, etc. Et donc, la démarche n'est pas tout à fait la même. Et on ne peut pas comparer la démocratie en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, parce qu'effectivement, les cultures, les histoires sont différentes. Et moi, je participe à un programme qui est le programme qu'on appelle le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, qui est un programme de bonne gouvernance politique, économique et sociale, par lequel un pays membre de l'Union africaine accepte que d'autres pays membres de l'Union africaine lui envoient des experts, que ces experts ne viennent pas là uniquement pour auditionner les ministres, parce que si on auditionne les ministres, tout va bien, mais qu'ils aillent auditer et enquêter auprès des sociétés civiles, qu'ils aillent voir les syndicats de travailleurs, les femmes commerçantes, etc., tous les représentants des sociétés civiles, et ensuite fassent des propositions de réforme institutionnelle, de réforme de la Constitution, de réforme de codes divers, pour progression des droits des femmes, etc., pour un petit peu modifier les choses. Et donc, il y a notamment 2 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont joué un rôle important dans l'application du MAEP, c'est le Ghana, qui effectivement, et le président Obama a pu le citer en bon exemple de progression dans le domaine de la bonne gouvernance. Je préfère parler de bonne gouvernance plutôt que de démocratie, qui effectivement est un concept à géométrie variable. Donc, le Mali, j'ai eu l'occasion d'aller au Mali pour aider à la mise en place du MAEP. Et le Mali est un bon exemple aussi d'alternance démocratique. Ça, c'est quelque chose d'important. Le Sénégal a aussi connu une alternance démocratique avec des élections transparentes et libres, ce qui mérite d'être souligné. Le Bénin n'a pas encore utilisé le MAEP, mais c'est aussi un exemple d'alternance démocratique. Donc, il y a de nombreux pays d'Afrique qui ont fait ce travail. Même un pays qui a connu une tragique guerre civile, dans laquelle, y compris la France, a ses responsabilités, le Rwanda, en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs, eh bien, a mis en place le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, et c'est le premier pays d'Afrique où il y a la parité. En France, on n'a même pas la parité. Au Rwanda, on a quand même, malgré le génocide qu'ils ont connu, ils se sont reconstruits, et il y a autant de femmes députées que d'hommes députés. Donc, il y a un code de la famille qui a été amélioré. Donc, il y a, je ne veux pas dire que le Rwanda, c'est l'exemple parfait, bien entendu, non, mais c'est pour dire que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est un bon outil. On peut faire progresser la bonne gouvernance, et il ne faut pas donner une image négative. Moi, je suis confronté régulièrement aux médias internationaux, et quand on parle de l'Afrique, c'est pour dire la guerre civile, les guerres, les pandémies, c'est le continent où il y a le plus de malades du sida, etc. Et avoir une approche qui est une approche négative et misérabiliste. Alors, moi, pour travailler régulièrement en Afrique, il y a des côtés positifs, je ne vais pas parler trop longuement, mais je pense qu'il faudra aussi évoquer ces côtés positifs. Alors, vous nous avez dit... Je vais réagir à ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a une pluralité d'approches de la chose démocratique en Afrique. Il y a une pluralité d'Afrique, parce que quand on parle d'Afrique, vu de Paris, on tend à globaliser.
Donc il y a une pluralité d'Afrique que vous avez raison d'évoquer. Il y a des zones d'espérance en Afrique. Tout n'est pas noir. Enfin, bon, c'est bien que la métaphore est vive. C'est bien que vous évoquiez ces espérances, ces lieux d'espérance, mais quand même, moi, ce qui est l'enjeu de notre débat de ce soir, c'est est-ce que oui ou non, il y a des pressions de type politique, des pressions à caractère mafieux sur la politique africaine. Est-ce que les lourdeurs qu'on remarque dans certains pays, parce que c'est quand même, parlons de la Côte d'Ivoire, parlons du Gabon, est-ce que réellement il y a une pression de Paris sur ces politiques-là? Parce que ce qui est en cause, comment se fait-il que les populations, systématiquement, de façon symbolique, à quoi je n'adhère pas, mais quand même systématiquement, on brûle ou on s'en prend aux intérêts français à l'étranger, dans ces pays-là? Enfin, moi, je voudrais quand même qu'on clarifie comment se fait-il que le peuple, enfin, l'expression populaire tend à indiquer, à doiter la France comme responsable de leurs maux. Enfin, il serait intéressant quand même qu'on essaie d'établir un diagnostic sur cette responsabilité qui est à tout bout de champ évoquée dans ces pays-là. Roland Marchal vous donne son point de vue. Oui, non, c'est-à-dire j'ai un peu l'impression, et ça se passe pas seulement en Afrique, hein, encore une fois, regardez où vous êtes, que mettre le doigt sur les responsabilités de l'étranger, c'est assez commun. Je veux dire, c'est un discours politique qu'on connaît bien en Europe. Hein. On a pratiqué beaucoup et qu'on continue quelquefois à pratiquer à différents titres. Il y a des Chinois, il y a d'autres zones d'influence. Pourquoi la France? Pourquoi cette obsession de la France? Et je viens là. Je crois que la crise en Côte d'Ivoire, elle a été assez intéressante, en tous les cas dans les relations franco-africaines, pour une raison, dans tous les drames qui se sont joués alors. C'est vous avez eu mis en avant par certains secteurs de la société ivoirienne l'idée de la seconde indépendance. D'une certaine façon, c'était cette idée que nous avons été indépendants légalement et internationalement, mais ce qui est important, c'est de rompre, effectivement, de couper complètement ce cordon ombilical. Et c'est ça, ce phénomène de violence qui s'est aussi retourné contre les communautés françaises, contre les communautés françaises à Abidjan et ailleurs dans le pays, qui a donné lieu. Alors moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment, dans un contexte qui est un contexte de volonté d'accéder à la globalisation, de se déplacer de plus en plus librement, d'avoir accès à tout ce qui est biens publics globaux, on a des réactions qui traduisent quand même des haines particulières. Je crois qu'il y a énormément, et je ne suis pas sûr que l'explication d'influence mafieuse joue, je crois qu'il y a une énorme frustration, mais qui a commencé dans les années 80. C'est en 1986 que la France a voté une loi qui ne permettait plus aux étudiants africains, par exemple, d'avoir accès immédiatement, automatiquement au territoire français pour y suivre des études. Alors bon, je ne veux pas revenir sur le débat, est-ce que c'était une bonne loi, une mauvaise loi, mais simplement dans cette idée qu'il y avait un lien spécifique, organique et symbiotique entre la France et l'Afrique, tout d'un coup, il y avait une loi qui permettait la reconduite aux frontières d'étudiants. Donc tout ce qui touche à l'immigration est un brûlot. Tout ce qui touche à, je crois, symboliquement est un brûlot. Et c'est, si vous voulez, c'est pas simplement le fait que des étudiants aujourd'hui vont au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, ou ne sont obligés de rester à l'intérieur du pays, ou vont ailleurs en Afrique. Hein, c'est aussi une donnée très très importante. Bon, le Bénin en bénéficie notamment. Je crois que c'est pas simplement ça, c'est aussi le fait que ce lien sur lequel les Français bâtissent leur politique, ce lien particulier, quelle est sa fondation si cette liberté de circuler nous est interdite. Et ça, je crois que les hommes politiques français, encore une fois, au-delà du débat sur la légitimité ou non de cette loi, ont très très mal mesuré l'impact politique que ça aurait au niveau des jeunesses africaines. Et je veux dire, ça s'est poursuivi après.
Et là, excusez-moi, mais bon, j'espère que certains d'entre vous continuent à prendre le métro de temps en temps. Regardez ce qui se passe. Et franchement, vous avez des rapports plus scientifiques écrits là-dessus. Mais c'est vrai qu'être africain en France n'est pas forcément, disons, aujourd'hui aussi facile que ça a pu l'être il y a 30 ans. Alors que d'une certaine façon, on est dans une société aujourd'hui française qui semble accepter beaucoup plus qu'il y a 30 ans l'idée d'une globalisation, le fait qu'effectivement, on doit reconnaître les Chinois, les Indiens. Mais bon, les Africains, visiblement... ne fait pas encore partie du lot. À ce stade de notre débat, je remarque qu'on a beaucoup parlé d'institutionnel, d'échanges culturels, mais on n'a pas tellement parlé d'économie. Or, l'un des éléments de grande dénonciation de ces rapports Occident-Afrique, c'est de dire le continent africain est un continent riche et prodigieusement pauvre. Pourquoi ? Et est-ce que là aussi, on peut ouvrir des perspectives d'espoir pour les Africains, pour l'homme africain ? Oui, si vous permettez, là, le débat majeur est le débat économique. Parce que les pays où il y a eu le plus de conflits armés sont les pays qui ont les plus grandes ressources minières et pétrolières. Et si, notamment, le pays qui connaît la plus grande guerre civile, c'est la République démocratique du Congo, il n'y a pas longtemps, j'étais en RDC, c'est bien parce qu'est organisée une prédation depuis l'étranger de ces ressources minières. Il y a même des pays voisins de la RDC qui n'ont aucune ressource minière et qui se retrouvent exportateurs des pays pillés au sein donc des produits pillés au sein de la RDC. Donc là, l'enjeu est bien un enjeu économique global. C'est-à-dire que le continent africain a toujours été regardé, pas seulement par les anciennes puissances coloniales, mais par d'autres également, comme une réserve dans le domaine minier et énergétique. Et d'ailleurs pas seulement minier énergétique, parce que notamment, j'ai pu le constater par exemple au Gabon, la forêt est également totalement saccagée et exploitée. Donc il n'y a pas seulement les mines et le pétrole, mais il y a effectivement des biens naturels, notamment comme le bois, qui sont totalement saccagés. Et là, ces mécanismes qui existent actuellement sont significatifs de la politique internationale de prédation. Il y a eu des évolutions. Pour prendre un petit exemple, c'est le secteur pétrolier. Pendant longtemps, il y avait le régime des concessions pétrolières. C'était les compagnies étrangères pétrolières qui mettaient en place un contrat de concession et qui, grosso modo, gardaient 90% de la production pour elles, sans aucune possibilité de contrôle. Ensuite, progressivement, avec des interventions des sociétés civiles, des rôles de différents avocats auxquels j'ai contribué, puisque j'ai été rédacteur de conventions de partage de production pétrolière, on est passé progressivement, et on a pu l'imposer, du régime du contrat de concession à celui de la convention de partage de production avec audit pour vérifier le nombre de barils produits par jour et faire en sorte que la quote-part des États puisse un peu augmenter. On a progressé un peu, mais on n'a pas totalement progressé, puisque les compagnies pétrolières et de nombreux États s'opposent à ce qu'on publie les sommes qui sont versées au titre des abonnements pétroliers et donc de la production pétrolière, pour savoir qu'est-ce qui va rentrer dans le budget de l'État national africain. Et tant qu'on n'aura pas cette transparence totale, les mécanismes de production et de prédation et de corruption pourront continuer. Mais là, malheureusement, on est dans un système où on a des compagnies pétrolières qui ont des bénéfices qui sont largement supérieurs au produit intérieur brut des États dans lesquels elles interviennent. Ce sont des États dans l'État qui ont une puissance donc énorme et qui font qu'elles font leur politique. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un problème en Afrique. On voit en Asie du Sud-Est, où certaines compagnies pétrolières sont accusées d'employer des enfants mineurs, sont accusées de différents maux, et où effectivement la communauté internationale n'a pas tellement les moyens de faire respecter l'état de droit, et où ces compagnies pétrolières financent des dictatures militaires. Donc on a de graves difficultés. On va écouter Roland Marchal sur le même sujet. Je crois qu'il faut voir, d'abord, encore une fois, les situations sont jamais... il n'y a pas une situation, il y a des situations. Alors, évoquer les guerres en RDC simplement comme une manifestation de la prédation des minéraux, du fameux coltan, hein, ce minéral rare utilisé pour vos puces de téléphone, bon, ça n'est pas réellement convaincant. La guerre en Angola, c'est d'abord une guerre du nationalisme, une division du nationalisme angolais. La question pétrolière, elle a joué un rôle seulement dans les années 90. Beaucoup plus qu'avant. Et encore une fois, les raisons de la lutte n'étaient pas le partage de la rente pétrolière, c'était le pouvoir politique et au nom
de deux visions très très différentes de ce qu'avait été l'histoire coloniale et de qui était légitime à l'intérieur des élites angolaises pour diriger le pays. Au Sud-Soudan également, on ne peut pas penser, et encore une fois, même si aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, le pétrole joue un rôle important, on ne peut pas penser que la guerre qui a commencé en 1955 et qui s'est achevée dans un premier temps en 1972 a été menée pour un pétrole dont personne ne savait qu'il existait. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder. Et donc il y a cette analyse concrète de situations particulières qu'il faut mener et où effectivement dans l'est de la RDC on voit qu'il y a cette dimension très forte, mais il y a aussi des politiques de puissance que fait le Rwanda, que fait l'Ouganda, comment un nouvel ordre régional peut être réaménagé qui satisfasse ces deux puissances militaires. Mais il y a un problème, au-delà de ça, de cette analyse de situation concrète, il y a quand même un problème de fond qui est, si on regarde les années 60, le prix des matières premières était, entre guillemets, puisque c'est toujours des choses relatives, relativement élevé. Et donc un certain nombre de pays producteurs dans le tiers-monde, plutôt, même malgré tous les profits et les surprofits que faisaient les grandes compagnies internationales, européennes, pas mal à l'époque, gagner beaucoup d'argent. Ça n'a pas apporté le développement. Aujourd'hui, depuis quelques années, on est de nouveau dans un cycle qui s'est interrompu avec la crise financière, mais qui sans doute va se remettre en marche, de périodes historiques avec des produits qui sont de nouveau élevés, largement dus, tirés vers le haut par la croissance chinoise et indienne et d'autres pays émergents. Est-ce qu'on voit réellement des transformations? On a donc des pays qui ont maintenant de l'argent, peuvent avoir des budgets significatifs, peuvent entreprendre des politiques de développement. Et là, on se rend de nouveau compte qu'il n'y a pas de réponse universelle. Le Nigeria, qui est un grand pays pétrolier, qui était le premier jusqu'il y a très récemment, puisque maintenant l'Angola prend la tête, le Nigeria a été capable, grâce à ses profits ou cette partie des profits de négocier une réduction substantielle de sa dette. Donc c'est un aspect très positif, mais on voit que d'autres pays, l'Angola est un exemple caractéristique, le bien-être est réservé à une minorité parmi les minorités, que donc c'est pas même si on imaginait un ordre international dans lequel les compagnies publiaient ce qu'elles publient, et le gouvernement angolais a été très vigoureux dans son opposition à cela. Même si on avait ça, ça ne réglerait pas le problème de fond qui est il ne suffit pas d'être riche pour avoir du développement. Est-ce que vous diriez que l'influence de la Chine ou de l'Inde, qui sont maintenant des acteurs importants en Afrique, se vit sur un mode plus équitable ? Je crois que il faut être très prudent. Encore une fois, parce que les situations, vous regardez en Zambie, vous avez eu un débat public qui a été extrêmement acide sur la présence chinoise, qui a été d'ailleurs un enjeu d'élection présidentielle. Il y a globalement au niveau macroéconomique, vous avez le fait, comme je le dis, que ça a renchéri les matières premières et que comme l'Afrique reste, et c'est ça un des problèmes, un exportateur de matières premières d'un point de vue économique, c'est évidemment, sauf l'Afrique du Sud, ça reste évidemment quelque chose de positif. Mais à part ça, vous avez les autres aspects, c'est-à-dire le fait que la politique chinoise, indienne est à peine différente, c'est de traiter avec les élites gouvernantes, de ne pas reconnaître la pluralité, de ne pas reconnaître les sociétés civiles, de ne poser aucune conditionnalité politique d'aucune sorte, encore qu'il y ait des nuances, fait que et puis c'est les migrations qui viennent s'emparer de certaines niches économiques. Et donc je crois que ce qu'on voit en Afrique, c'est que depuis 2000, surtout dans la période 2004 jusqu'à la crise économique fin 2008, il y a eu effectivement une popularité de la Chine très forte parce que ça réintroduisait un terme de négociation avec l'Occident. Et ce qu'on voit, mais ce qu'on voit aussi, peut-être encore plus marginalement, mais de façon minoritaire, c'est quand même de plus en plus des critiques sur les procédures d'action chinoises qui mettent en cause la souveraineté nationale, comme le font les grandes entreprises occidentales, mais le fait d'une façon plus biaisée. Et donc, ça nécessite un apprentissage de la population locale pour le contester, et on le voit de plus en plus. Père Goubémont. Je suis d'accord quand vous dites que la richesse n'est pas forcément source de développement.
et que la question du développement, elle est d'abord coextensive, ou plutôt elle est relative au sujet humain qui s'y déploie. Je trouve personnellement que l'Afrique, comme telle, est trop ouverte. Elle est trop ouverte. Il y a une forme d'ouverture de l'Afrique, une demande, un appel. L'Afrique appelle les investisseurs, s'ouvre, les politiques sont des politiques ouvertes. Et il n'y a pas une politique de protection, la protection de la société elle-même. Et je le comprends, cela, je reviens encore à cet héritage post-colonial qui handicape l'Afrique dans sa capacité à... Et quand je dis l'Afrique, je parle des grands ensembles. Quand je vois le Bénin, par exemple, un pays de 7 millions d'habitants, le Togo à côté, qui est un pays d'à peu près 3 millions d'habitants, qu'est-ce qu'il pèse aujourd'hui au niveau international? Qu'est-ce qu'il pèse, ces pays-là? À quand allons-nous favoriser l'intégration sous-régionale et permettre à une Afrique plurielle et multipolaire de s'exprimer et de peser et de défendre ses intérêts sur le plan international? Père, je voudrais qu'on évoque le rôle des églises. Alors, le synode pour l'Afrique s'est ouvert à Rome. Moi, j'ai relevé, parmi les déclarations des évêques présents, celle de cet évêque qui dit qu'il souhaitait que l'Église soit plus fortement présente dans la réalité sociale, car les misères que nous connaissons relèvent de la mauvaise gestion des hommes et des biens. Alors, comment est-ce que l'Église peut être davantage actrice? Déjà, d'entrée, je voudrais rendre hommage. Je veux vraiment rendre hommage à la plupart des églises en Afrique. Ces églises qui dès leur instauration, de leur avènement en Afrique, ont été des défenseurs des cultures africaines. Je peux citer des noms de missionnaires qui ont fait un travail de promotion sociale et qui, dès leur approche de l'Afrique, ont été des défenseurs de l'homme africain comme tel. La création d'écoles, la création de structures de développement, des microcrédits. Ils ont été toujours à l'avant-garde de la promotion humaine. Et comme tel, l'évangélisation, comme disait Paul VI, le développement a été radicalement l'autre nom de l'évangélisation en Afrique. Donc la plupart des églises en Afrique ont été à l'avant-garde de la promotion sociale. Le développement est l'autre façon d'exprimer l'évangélisation sur le continent africain. Tout à fait. Parce que on ne peut pas... Comment allons-nous parler de Jésus-Christ? Comment nous parler de bonnes nouvelles à des gens qui ont faim? Quelle bonne nouvelle? La seule bonne nouvelle qui vaille pour des gens qui ont faim, c'est d'abord de les aider à se prendre en charge, de les aider, de les accompagner dans le processus d'autonomisation. Et ça, à mon avis, presque toutes les églises. J'arrive du Bénin, où j'ai passé un mois avec des jeunes Français, où nous avons justement collaboré avec des acteurs sociaux qui travaillent sur le terrain, qui creusent des puits, qui s'engagent avec les gens à essayer d'inventer une nouvelle manière, une nouvelle Afrique. Et je crois que les évêques, en allant à Rome, j'espère qu'ils ne vont pas seulement pour aller dire s'auto-flageller, mais qu'ils vont aussi pointer des zones d'espérance de leurs églises, comment ils ont été des acteurs, des facteurs de réconciliation. Quand je vois par exemple au Rwanda, tout ce qui a été fait par l'Église rwandaise pour réconcilier les personnes, pour être un acteur de paix sociale, je pense que l'Église en Afrique est sur la bonne voie. Roland Marchal, sur ce rôle des églises, depuis Norbert Tricot, je vous en prie. Bon, d'abord, je ne travaille pas là-dessus, mais ce qui me semble, en tous les cas, dans une partie de l'Afrique, si vous me permettez un propos un peu plus large, c'est on voit une Afrique politique qui, à l'occasion, bégaye un peu. C'est vrai, en ce moment, on préparait du retour des militaires, enfin, bon, ce qui n'est pas si nouveau que ça, mais malgré tout, on voit un peu trop de militaires se présenter aux élections et les gagner avec des scores Gorbatcheviens, Gorbatcheviens, parce qu'ils font attention à ne pas être à 90%. Mais ce qui me semble, c'est qu'il faut prendre la mesure des transformations sociales. Et je crois que d'un point de vue religieux, on est en Afrique dans une situation révolutionnaire. Et je crois que c'est important de comprendre, parce que souvent en Occident, on parle beaucoup et on s'inquiète beaucoup sur la réislamisation des sociétés. Je crois que dans un pays comme le Tchad, on voit les deux mouvements en même temps. C'est-à-dire on voit une partie dans le sud du Tchad, donc qui a été traditionnellement
suivant les clichés chrétiens et animistes. On voit un activisme religieux beaucoup plus grand, peut-être pas de l'Église catholique, mais de nouvelles églises protestantes. Et on voit qu'il y a une écoute et il y a un écho très fort. On voit une multiplication et un grand succès social de ces activités-là. Et on voit en même temps, dans la partie musulmane du pays, effectivement, une résurgence d'activisme religieux qui n'est pas forcément violent, qui n'est pas forcément politique, mais un retour à la foi avec une importance beaucoup plus grande donnée au pèlerinage, par exemple, aux jeûnes, etc. Et je crois que c'est une situation assez générale. Et encore une fois, qui est intéressante à considérer dans le cadre de ce que nous discutions auparavant, c'est-à-dire quand même une Afrique qui est de plus en plus ouverte d'un certain point de vue, notamment économique, et qui a aspiration à multiplier, à intensifier cette relation à l'extérieur, et puis en même temps toutes ces difficultés pour les contenir. Je crois que les églises sont de fantastiques moyens de globalisation. Herbert Tricot. Oui, concernant le rôle des églises en Afrique, je travaille beaucoup avec elles parce qu'elles sont des acteurs importants des sociétés civiles africaines. Et il faut prendre en considération le fait, compte tenu de la mauvaise répartition des richesses, où ce sont plutôt des clans familiaux qui prennent l'essentiel des richesses, eh bien, on a des déficits d'organisation des États en Afrique et on a un manque criant d'infrastructures. Donc en Afrique, on n'a pas assez d'infrastructures dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des routes, du transport. Et notamment les églises jouent un rôle particulièrement vital dans le domaine de l'éducation. Parce que l'État africain, souvent, n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires. Parce qu'on a d'abord payé le clan familial et on a toujours des retards de paiement pour les fonctionnaires, dont les enseignants. Donc en général, ce sont les parents d'élèves qui se cotisent pour payer les enseignants. Et les églises africaines jouent un rôle important pour assurer une continuation de l'éducation primaire de base, sans parler de l'éducation supérieure et de l'enseignement technique. Donc là, on a un rôle vital, incontournable de toutes les églises africaines, quelles qu'elles soient, dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé également. Et donc, on a une situation particulière à cause de ce déficit criant d'État. L'État n'est pas là pour assurer un minimum de sécurité aux populations, un minimum de services publics. Il n'y a pas de véritable service public. Si vous voulez aller dans un hôpital, il faut que vous veniez avec votre coton, il faut que vous veniez avec vos médicaments, sinon vous ne pourrez pas être soigné. Quand vous allez à l'école, il faut que votre enfant vienne avec de quoi être nourri, avec de quoi travailler, sinon il ne pourra pas. Donc, et là, les églises jouent un grand rôle pour rétablir un peu les inégalités. Et donc, elles sont des acteurs incontournables des sociétés civiles africaines. Père Gougbémont, ce débat va toucher à sa fin. Moi, j'aimerais que vous nous livriez ce qu'est votre prière pour l'Afrique, votre prière pour l'homme africain. Ma prière pour l'homme africain, eh bien qu'il entre dans l'espérance. Qu'il entre dans l'espérance et qu'il reprenne son destin en main. Parce que dans l'homme noir, il y a des capacités de rebondissement. L'homme noir n'est pas quelqu'un a dit dans un fameux discours à Dakar que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire. Pas suffisamment entré dans l'histoire, en reprenant ainsi les thèses hegeliennes, comme quoi il y a une forme d'ajournement du processus de dépassement de soi. Eh bien, je ne crois pas du tout à cette fatalité. L'homme noir a toujours été dans l'histoire. Il n'apparaît pas suffisamment. Il n'apparaît pas suffisamment à cause d'un certain nombre de mécanismes géopolitiques, mécanismes aussi anthropologiques, parce qu'on ne peut pas vivre par procuration. Le fait de s'identifier, c'est le noir sur l'universalité du blanc. Se comprendre à travers l'autre ajourne forcément vos capacités. Donc il faudrait que ma prière, c'est justement que l'homme noir retrouve ce courage, retrouve cet orgueil, retrouve cette capacité à se reprendre en charge et d'être face au monde un sujet. Roland Marchal, votre vœu le plus cher pour l'Afrique? Écoutez, je ne suis pas africain. Et moi, ce que j'aimerais, c'est surtout que mon pays, l'Union européenne, parce que je suis européen, ait une politique un peu plus décente. Et je suis effaré de voir ce qu'on est capable
de décider de Paris dans un silence total de l'opinion publique, des partis politiques et du débat public. Et je trouve que ça, c'est inquiétant pour notre démocratie, c'est inquiétant pour notre relation avec l'Afrique et c'est évidemment extrêmement inquiétant et préjudiciable aux Africains. Norbert Tricot. Mon vœu sera complémentaire. Vous l'avez rappelé en introduction au débat, 2010 sera l'année de l'Afrique en France. Nous allons fêter le cinquantenaire des indépendances des anciennes colonies françaises en Afrique. Et donc, mon vœu, c'est que 2010 soit l'année de la fin des réseaux mafieux de la France-Afrique. Vous croyez que cet anniversaire va apporter effectivement quelque chose? Est-ce que vous allez y prendre part, les uns et les autres? Année de l'Afrique en France? Ah oui, nous y prenons part, notamment à partir d'abord de la diffusion des actes du synode, mais surtout à travers la prise de conscience, travail de mémoire déjà au sein de la société française. Donc il y a tout ce travail qu'on peut faire avec des jeunes français qui sont passionnés de l'Afrique, qui ont envie de rompre. Et là, il faut parler de rupture. Rompre avec cette tradition de misérabilisme, cette tradition aussi de rejet de l'autre. Mais justement, être déjà au niveau de la France, essayer de faire prendre conscience qu'un autre rapport avec l'Afrique est possible. Mais aussi, au niveau de l'Afrique, essayer de susciter cette capacité, là aussi, comme je viens de l'évoquer, cette force qui pourrait aussi une alternative de ce fatalisme qui tend à s'étaler sur le continent, à tout attendre des autres, justement à réinsuffler cette espérance au peuple africain. Et je crois qu'on peut entrevoir un autre rapport plus irénique, un autre rapport, je ne dirais pas par-delà, mais avec cet héritage postcolonial. Merci. Nous resterons sur ce vœu, cette prière, appelons-le comme on le veut. C'était un débat, je vous le rappelle, sur France-Afrique, quelle place pour l'homme? Un débat, je crois, qui a ouvert sur un certain espoir, une vision renouvelée de cette question fondamentale. Je vous donne rendez-vous pour un prochain mardi des Bernardins, même lieu, même heure. Merci. Bonsoir.